J'ai déjà dit que l'économie de l'Union européenne est au bord de la récession. Pour revenir à ce plan social, en tout cas, il brise un tabou en Allemagne. Oui, parce que Volkswagen, c'est tout un symbole. C'est le premier employeur de l'industrie du pays. C'est 120 000 salariés en Allemagne. Et supprimer des emplois là-bas, eh bien, ça n'avait jamais été envisagé, même au plus fort, lors du scandale Dieselgate. Faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB. 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010, exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, premièrement, pour ceux qui se demandent où je suis, je vous rappelle encore une fois, c'est pas un moment facile pour moi. Vous en saurez peut-être plus après. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas assurer les mêmes rythmes de vidéo qu'avant. J'en suis désolé. Ensuite, pour cette vidéo, on va s'intéresser à une combinaison d'informations que j'ai dans la tête depuis à peu près la semaine dernière. C'est la démonstration des conséquences de l'aveuglement des Européennes qui a conduit maintenant à l'effondrement visible de l'Europe, au renforcement de la Russie et au profit des Américains. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, pour commencer, on va écouter Vladimir Poutine qui décrit ce qu'il pense de ce qui se passe en Europe. Et ensuite, nous écouterons ou nous illustrerons l'effondrement progressif des Européens ou de l'Union européenne, comment leurs dirigeants incompétents sans vision ont sacrifié leur population, particulièrement la classe moyenne et la classe ouvrière européenne, et surtout française et allemande en particulier. Vous savez, ce qui se passe dans les rues de certaines villes européennes, c'est justement le résultat de la politique de ces États. J'ai déjà dit que l'économie de l'Union européenne est au bord de la récession. Même s'il y a une croissance de 0,3, 0,5%, c'est une croissance qui est due au tourisme et à d'autres domaines de l'économie. Nous n'avons rien à voir avec cela. Les pays européens ont renoncé à nos vecteurs énergétiques, mais nous ne renonçons pas aux vecteurs énergétiques. Et bien sûr, vous savez, il existe un gazoduc Nord Stream et il suffit juste de laisser passer du gaz via ce gazoduc. Mais ils ne veulent pas le faire et des domaines entiers de l'économie allemande sont désormais dépendants des États-Unis. Et il faut le dire que nos vecteurs énergétiques, ils sont plus bon marché. Parce qu'il y a des différences dans l'économie, il y a également des taxes, mais cela, bien sûr, cette politique provoque une réaction, parce que cela diminue la qualité de vie de la population, c'est évident, parce que nous pouvons le dire conformément aux statistiques, mais nous n'avons rien à voir avec cela. Ils essayent juste de nous culpabiliser, ils veulent juste nous rendre coupables de leur politique, de leurs échecs dans l'économie et dans la politique. Vous savez, pour les experts, ce sont des faits évidents. Mais en Europe et aux États-Unis, on abuse et on continue d'abuser. L'agenda climatique, l'agenda environnemental,
ils agissent sans fondement, ils ferment les installations qui sont liées à l'énergie nucléaire, ils ferment les installations qui sont liées aux hydrocarbures en général, parce que, vous savez, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut se passer de ces hydrocarbures? Non, l'Afrique, elle ne peut pas le faire et l'Afrique ne peut pas s'en passer, mais on essaie d'imposer à l'Afrique ses marchés, on essaie d'imposer des vecteurs, bien que modernes, mais des vecteurs qui ne sont pas efficaces. Ils ne peuvent pas acheter ces vecteurs énergétiques, donc donnez-leur de l'argent pour acheter ces vecteurs énergétiques. Je pense qu'il s'agit au titre du néocolonialisme, parce qu'on essaye de mettre ces pays en dépendance des crédits occidentaux. Et on donne des crédits, on donne ces prêts, mais ce sont des crédits avec des taux d'intérêt exorbitants. Et donc, vous savez, il faut, avant toute chose, analyser la politique de ces pays occidentaux dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et bien sûr, ces pays, ils ont peur que la situation ne s'aggrave à l'Union européenne. Et cela a entraîné également des conflits au Proche-Orient. Mais nous n'avons rien à voir avec cela. Ce sont les pays occidentaux qui ont entraîné cela et nous sommes prêts à l'aggravation de notre confrontation. Et je prie les pays occidentaux à y réfléchir. Donc, vous venez d'attendre Vladimir Poutine sur la situation des pays occidentaux. Comme il a bien dit, ce sont les conséquences de leur politique et de leur choix. Ce n'est pas la Russie qui a fait que la situation des Européens est en train de sombrer. Et il a bien dit que les conséquences des choix politiques et économiques qui ont été faits par les pays européens va conduire à la destruction du niveau de vie des Européens. Et ici, il a touché plusieurs trucs importants. Il vous a fait comprendre que les Européens, ils essayent de s'accaparer le marché des énergies renouvelables pour pouvoir l'imposer à l'Afrique. Et rappelez-vous du discours que le général français disait, la politique de l'offre, et que Macron aussi disait la politique de l'offre. Ils veulent supprimer le marché des hydrocarbures, bloquer l'accès aux Africains au marché des hydrocarbures pour que les Africains soient obligés de passer directement aux prochaines énergies que eux, ils seront des détenteurs. Mais malheureusement pour eux, de ce côté-là, ça va mal aussi parce que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le mettre en place et désormais, leur entêtement, leur politique leur a conduit à ça. Souvenez-vous, on va passer étape par étape. Ce qui était le plus stupéfiant, c'était ce qui s'était passé ici, cette séquence. Parce qu'on va parler de la France et de l'Allemagne. Regardez bien cette séquence. Welcome everyone. En cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN et ses alliés seront prêts à réagir. C'est le message qu'ont voulu envoyer le président des États-Unis et le chancelier allemand ce lundi depuis la Maison-Blanche à Washington. Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Juste, je fais une pause ici. Ça, c'est le 8 février 2022. Et vous voyez bien comment il dit ici. L'OTAN et nous et la communauté internationale, nous sommes prêts, nous avons une batterie de sanctions. Et ici, il dit avec l'Allemagne. Mais c'est surtout écouter la suite et regarder le comportement de Scholz quand il dit les choses qu'il dit à cette époque-là et quand je vous montrerai où en est l'Allemagne aujourd'hui et aussi où en est la France aujourd'hui. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit,
ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Olaf Scholz, qui a rappelé qu'États-Unis et Allemagne étaient absolument unis sur les sanctions à infliger. Vous avez vu? Devant la presse entière, avec l'autorité allemande, le président américain dit bien, si les Russes s'en prennent aux Ukrainiens, ce qui veut dire rien à voir avec l'Allemagne, ils vont s'apprendre aux intérêts des Européens et des Allemands. Parce que je vous rappelle qu'il y a plein de pays européens qui ont donné l'argent pour faire le projet Nord Stream, parce que le projet Nord Stream profitait à la majorité des Européens. Et vous avez le premier leader économique de l'Europe qui attend les États-Unis dire que voilà, si jamais la Russie fait ce qu'il a à faire avec l'Ukraine, nous allons priver l'Europe de l'énergie moins chère, et il ne dit rien. Et souvenez-vous, ça c'était en 2022. Parce qu'on va voir là où maintenant en sont la France et l'Allemagne, et vous allez comprendre que c'est eux le dindon de la farce. La Russie a vaincu toutes les personnes qui soi-disant étaient préparées ou menaçaient la Russie de ne pas envahir, de ne pas rentrer en Ukraine. L'OTAN n'a jamais mis les pieds en Ukraine. Ils ont dit qu'ils ne mettront pas les pieds. Les États-Unis, ils ont dit qu'ils ne mettront pas les pieds. La Russie est en train de mater l'Ukraine, parce qu'on le voit de plus en plus. Et on va voir les conséquences des deux autres pays. À la Russie a néanmoins veillé à ne pas mentionner nommément le gazoduc. Comme je l'ai déjà dit, nous agissons ensemble. Nous sommes absolument unis et nous n'allons pas prendre de mesures différentes. Nous allons prendre les mêmes mesures et elles seront très très dures pour la Russie et ils devraient le comprendre. Le gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne est déjà construit mais il n'est pas encore entré en fonctionnement. L'Allemagne est très liée à Moscou sur le plan commercial et gazier, mais pour Washington, cette infrastructure sous-marine dote la Russie d'un levier énergétique et stratégique trop important. Mais maintenant, aujourd'hui, quand nous voyons les conséquences de où se trouve l'Allemagne, est-ce que ce gazoduc donné à la Russie un levier très important, puisqu'on voit que la Russie s'en sort, comme a dit Poutine, malgré que le gazoduc n'est toujours pas en fonction, mais les Allemands n'en s'en sortent plus et la France ne s'en sort plus. Est-ce que la cible réelle de la destruction de Nord Stream était vraiment d'affaiblir la Russie ou de vassaliser l'Europe? Puisque désormais, toute l'Europe a été obligée de se fournir en gaz américain vendu plus cher aux Européens qu'il n'est vendu aux industriels américains. Ce qui fait que les Allemands ont dû délocaliser une partie de leurs usines aux États-Unis. Et donc, pour ça, vous venez d'attendre Olaf Scholz qui menaçait la Russie des sanctions, et écoutez l'autre dindon de la farce, l'ex-champion français, qu'est-ce qu'il disait? À l'époque, lui aussi, ça c'était le 1er mars. Après près 1 mois ou 3 semaines après que Scholz et Biden aient tenu leur discours. Voilà ce qu'il dit l'autre. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Voilà. Vous avez bien noté. Scholz a dit « La Russie va être punie sévèrement si elle rentre en Ukraine ». Ici, on vous a dit que l'objectif était de causer l'effondrement économique de la Russie. Maintenant, regardez où en est la France et regardez où en est l'Allemagne. On va commencer par la France. 60 milliards d'euros sur un an. C'est l'effort colossal que s'apprête à demander le gouvernement pour redresser les finances publiques. Objectif, ramener à 5% le déficit public en 2025, puis à 3% d'ici 2029 pour répondre aux exigences de Bruxelles. Un budget qualifié de difficile, sérieux et responsable selon le Premier ministre. Il y aura un effort général à faire pour mieux gérer la puissance publique, l'action, l'efficacité de la puissance publique. C'est une demande générale dans tout le pays. Il faut qu'on gère mieux l'action publique et l'argent public, parce que c'est l'argent de tous les contribuables. Des contribuables qui devront mettre... Voilà, il faut qu'on gère mieux l'argent du public, l'argent du contribuable.
ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que Macron, quand il est venu, il comptait voler l'argent des Français tranquillement et le donner au patronat pendant toutes ses présidences. Entre-temps, dans ce même sillon, il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a la guerre en Russie qui est passée par là, avec la crise de l'inflation qu'ils ont connue quand ils ont décidé de se détourner du gaz russe. C'est qui a mis leur pays en difficulté et a poussé les parlementaires français à aller voir où passer l'argent de la TVA française et de se rendre compte que la moitié de l'argent de TVA que les Français donnaient ont été détournés par Macron et ses amis les patrons. Ils ont supprimé les taxes que les patrons payaient aux collectivités locaux. Du coup, les patrons ont fait de l'économie d'à peu près 100 milliards et ils ont pris l'argent des Français pour remplacer à l'argent que les patrons ne payaient plus. Et aujourd'hui, on vous dit, il faut mieux gérer l'argent des Français. Sans compter, c'est qu'on ne disait pas aux Français tous les avantages économiques que la France tirait de ses relations africaines. Maintenant, bouter hors du Mali, bouter hors du Niger, bouter hors de... C'est quoi déjà l'autre pays? Le Burkina Faso. Tous ces minerais qu'ils payaient à bas prix et qu'ils revendaient à prix d'or, que maintenant ils n'ont plus et qu'ils doivent se fournir comme tout le monde au prix du marché. Ça aussi, on ne le disait pas avant. Étant donné qu'ils achetaient moins cher et que quand ça venait en France, ils ne considéraient pas, ils ne disaient pas la vérité en disant que ce sont des achats importants qu'ils réalisent en Afrique. Ils disaient, oui, mais nos échanges avec l'Afrique, ça ne représente rien du tout. C'est normal, vous les achetez à bas prix, vous ne les achetez pas au prix du marché. Par contre, vous réalisez des énormes bénéfices en revendant ce que vous prenez en Afrique. Maintenant qu'ils prennent de moins en moins en Afrique, ils sont obligés d'acheter au prix du marché. Ça, on ne le dira jamais aux Français comme ça, puisque ça serait un scandale. Voilà pourquoi ils géraient mal l'argent des Français, voilà pourquoi ils pouvaient se permettre de détourner l'argent des Français, parce qu'ils le compensaient autrement. Or, Macron non seulement a pris l'argent des Français, et a détruit aussi ce qui permettait à la France de faire rentrer de l'argent. Parce que la France se fournissait en minerais stratégiques en le payant à vil prix en Afrique. Et ce n'est plus le cas. Et ça se sent dans les finances publiques. Mais on ne vous le dira jamais comme ça. Mettre la main à la poche. Sur les 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards proviendraient de hausses d'impôts. Les taxes sur l'électricité pourraient être augmentées. Côté fiscalité, 65 000 foyers aisés seraient imposés à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires. Quelques 300 grandes entreprises seraient aussi mises à contribution pendant 1 ou 2 ans. Mais la plus grosse partie des économies proviendrait de réduction des dépenses publiques. 40 milliards de coupes budgétaires sont envisagées. Un effort énorme qui s'ajoute aux 10 milliards d'économies décidées par le gouvernement précédent. Parmi les économies, 15 milliards concerneraient la sécurité sociale à elle seule. 5 milliards seront demandés aux collectivités locales et aux hôpitaux. Autre victime collatérale, les retraités, dont la revalorisation des pensions sera repoussée de 6 mois, mais aussi le climat. Le fonds vert destiné à accélérer la transition écologique devrait être amputé d'1,5 milliard d'euros. Un budget... Et vous attendez ici, alors que je vous ai déjà fait la démonstration de l'argent que les patrons ponctionnent sur la TVA que les payent les Français, on ne dit pas le renoncement à la politique de Macron. Et donc vous voyez qu'ici que Michel Barnier n'est pas venu là pour faire au mieux pour le pays, il est venu là pour faire le pacte qu'il a fait avec Macron. Ce gouvernement illégitime n'est pas là pour renoncer à ce que Macron a fait au pays et qui met le pays en difficulté. Bien au contraire, on demande encore plus aux Français de mettre la main à la poche et de dégrader encore plus le service public français. Budget néfaste pour les Français, selon la gauche. Faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB. 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010. Exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Un budget scruté de près aussi par... Voilà. Vous vous souvenez de quand on a imposé à la Grèce de faire toutes ces cures d'austérité? Les Français rigolaient comme Gabriel Attal maintenant, qu'eux, ils n'allaient pas vivre ça. Et bien désormais, nous voici. La France se finance sur les marchés internationaux au même prix que la Grèce,
Et la France devra faire un effort aussi violent que la Grèce. Beaucoup de Français semblent l'ignorer, mais dans les 2 prochaines années, ils en verront les conséquences. La France est déjà au niveau plafond de liquidation d'entreprises ou de fermeture d'entreprises en France. Les Français ne sont pas en train de voir ce qui est en train d'arriver. Et beaucoup regretteront d'avoir voté Macron 2 mandats successifs. Parce que là, même le prochain président ne pourra rien faire pour rétablir la situation économique de la France. Par le camp macroniste, critique des hausses d'impôts envisagées, et par le Rassemblement national qui accuse le gouvernement de poursuivre la politique menée jusqu'ici. Menacé de censure. Regardez-moi ces faux culs là. Les macronistes et les lepenistes. Les deux qui ont refusé à ce qu'on indexe les salaires des patrons et qu'on revienne sur les avantages fiscaux qu'on avait accordés aux patrons. J'avais épinglé ça. Attendez, je vais voir si je l'ai toujours. Voilà, c'était ici. Flat tax. Après avoir passé des années à critiquer le dispositif protégeant les revenus des capitaux, le RN l'a préservé en s'opposant ce mercredi 23 octobre durant l'examen du budget de 2025 à son relèvement de 3 points. Voilà. Ces gens qui vous font semblant, et je vous ai déjà dit ici, le Rassemblement national n'est pas là pour se battre pour les pauvres, il est là pour faire le maximum d'argent et maintenant devenir un vrai parti qui craint l'argent public. Parce que comme vous le savez, je me réserve de faire une vidéo pour expliquer cela quand le procès du RN ou du Front National sera fini. Le procès de détournement de fonds publics. Pendant les législatives, je vous avais déjà dit que ce parti n'est pas là pour se battre pour les gens tels qu'ils font croire aux ouvriers. Ils ont déjà mis un genou devant le patronat et devant les sionistes. C'est ainsi qu'ils ont pu devenir mainstream dans les médias. Parce que souvenez-vous, avant, ils ne bénéficiaient pas de la couverture médiatique qu'ils ont aujourd'hui. Michel Barnier n'écarte pas de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter le budget à la fin de l'année. Maintenant qu'on a vu la France qui sombre et qui est en train de vivre ce que la Grèce a vécu il y a quelques années, regardons ce qui n'est jamais arrivé à l'Allemagne et qui est en train de se réaliser maintenant. Et surtout, quand vous regardez cette partie, souvenez-vous de ce que Vladimir Poutine a dit au début de la vidéo. Avec vous, Laura Cambo, ce matin. Bonjour Laura. Bonjour, vous nous emmenez en Allemagne où le géant Volkswagen a annoncé un plan d'économie sans précédent. Oui, on savait qu'une thérapie de choc était en préparation, mais ce sera bien pire que prévu. Le comité d'entreprise du groupe parle d'une saignée à blanc aux dimensions historiques, car c'est une première en 87 ans d'existence. Volkswagen va fermer des usines sur le sol allemand et supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Ce sont des informations venues des syndicats qui citent la direction. Les explications de Bilal Tarabay et Thibaut Francesquet. Devant le siège de Volkswagen à Wolfsburg, les salariés sont mobilisés et inquiets. Car selon les syndicats, un plan d'économie sans précédent est prévu. Le groupe prévoit la fermeture de 3 usines en Allemagne, des suppressions d'emplois, une baisse de 10% de tous les salaires, puis leur gel jusqu'en 2026. Mes collègues et moi, nous avons peur pour notre emploi et la peur paralyse. Elle n'est pas bonne, conseillère. Et bien sûr, après que le conseil d'administration a dénoncé les conventions collectives, on est très démotivés. Le groupe veut aussi réduire la taille des autres usines allemandes et délocaliser certaines activités. Volkswagen justifie ce plan drastique par une contraction du marché automobile européen depuis 2020. D'après les résultats du groupe au premier semestre 2024, ses ventes ont progressé d'1,8% sur un an. Mais ce fleuron de l'industrie allemande est en sérieuse perte de vitesse. Le bénéfice est en baisse et le constructeur affirme que les coûts de production de ses sites allemands sont 25 à 50% plus élevés que prévu. Pour autant, les salariés... Voilà, vous attendez, les coûts de production sont devenus plus de 25% supérieurs à ce qui était prévu. D'après vous, c'est dû à quoi ? Les salariés estiment qu'ils n'ont pas à payer un tel prix. Le conseil d'administration doit faire son travail de manière raisonnable. Ils ont pris un mauvais virage à un moment donné et ça, les salariés ne peuvent pas le comprendre. Surtout quand on lit les rapports sur les salaires des membres du conseil d'administration qui sont parmi les plus élevés des entreprises de la bourse allemande. Ils se rendent peu crédibles. C'est incroyable qu'ils reçoivent autant d'argent et que nous devions toujours en donner. Le chancelier allemand tient, lui, à préserver les emplois.
La région de Basse-Saxe, actionnaire du groupe, aura son mot à dire sur ce plan d'économie. Et vous avez vu, quand la situation devient difficile, c'est exactement dans ce qu'ils veulent faire vivre les Européens au quotidien, un état de stress permanent qui ne vous permet plus d'avoir une vision à long terme et de chercher des réponses court-termistes et des victimes. Au lieu de penser au choix que les autorités allemandes ont fait pour le pays, qui fait que ça devient plus difficile de produire des voitures en Allemagne, l'ouvrier, il est en train de lorgner sur les salaires des patrons. Les patrons ont toujours bien gagné avant. Le problème, ce n'était pas les patrons. Quand tout allait bien, les patrons gagnaient bien et vous gagnez bien. Mais quand tout va mal, c'est pas la faute des patrons. C'est parce que l'Union européenne a décidé ou a cru à ce que les Américains leur avaient fait croire qu'ils feraient tomber la Russie. Et au contraire, c'est eux qui tombent. L'un des principaux problèmes de Volkswagen, Laura, ce sont ses difficultés en Chine. Oui, c'est d'ailleurs le même problème qui touche les autres constructeurs allemands. Volkswagen s'est concentré sur la Chine. C'était même devenu son marché de prédilection avec plus d'un tiers des ventes. Seulement, on est sur la fin de cet âge d'or. La faute à la concurrence des constructeurs chinois. Volkswagen a perdu des parts de marché en Chine. On était à 14% l'an dernier, soit 4 points de moins en 5 ans. Volkswagen était la première marque de voiture en Chine. Eh bien, il y a 2 ans, elle a été dépassée par le chinois BYD, spécialisé dans l'électrique, car c'est bien là, Pauline, que la concurrence est menaçante. Plus généralement, au-delà de la Chine, Volkswagen a mal négocié le virage de l'électrique. Oui, l'entreprise a cru qu'elle pouvait développer sa propre filiale spécialisée, une filiale basée sur les logiciels qui permettent d'améliorer un véhicule grâce à des mises à jour à distance. Et surtout, concentrez-vous bien sur les raisons, certes importantes, mais qui ne sont pas la raison majeure de pourquoi l'Allemagne va mal et que le fleuron industriel allemand va mal. Ils vont essayer d'en parler brièvement à la fin, alors que c'est ça la raison majeure pour laquelle cette situation est devenue ce qu'elle est devenue. Ça, c'est ce qu'a fait Tesla. C'était plutôt une bonne idée. Mais voilà, Volkswagen a mis en place une solution maison de A à Z. Plus de 200 milliards d'euros ont été investis et ça a tourné au fiasco à cause du manque de compétences et de querelles en interne. Les retards et les reports de lancement de véhicules se sont accumulés. Plus largement, Volkswagen fait face à un phénomène. Les ventes d'électriques patinent en Europe depuis un an, autour de 12% des ventes. Pour revenir à ce plan social, en tout cas, il brise un tabou en Allemagne. Oui, parce que Volkswagen, c'est tout un symbole. C'est le premier employeur de l'industrie du pays. C'est 120 000 salariés en Allemagne. Et supprimer des emplois là-bas, eh bien, ça n'avait jamais été envisagé, même au plus fort, lors du scandale Dieselgate. Mais là, on est bien sur la fin d'une époque. Le groupe a résilié son accord sur la garantie de l'emploi, accord qui était en vigueur depuis 30 ans. La prochaine étape, ça pourrait être évidemment des mouvements sociaux avec des grèves qui seront possibles après la période de dialogue obligatoire, et ce sera à partir de décembre. Volkswagen est aujourd'hui le symptôme d'une économie allemande qui patine. Oui, Berlin est englué dans une crise qui s'explique par la fin du gaz russe à petit prix et par le retour de... Vous avez vu 4 minutes 14 de blabla pour qu'à la fin, pour dire Volkswagen est englué dans une situation qui est due à l'augmentation du coût de l'énergie. Tout ce qu'ils ont dit là, c'était du blabla. La principale conséquence qui cause ces difficultés pour les usines situées en Allemagne, c'est l'augmentation du prix du gaz. C'est le fait d'avoir élu encore un homme sans vision, un homme faible, un homme qui a cru les Américains et qui a sacrifié les biens des Allemands pour les Américains. Écoutez bien. De mesures protectionnistes en Chine ou aux États-Unis, ce qui s'explique par la fin du gaz russe à petit prix et par le retour de mesures protectionnistes en Chine ou aux États-Unis. Pour cette année, le gouvernement table sur une baisse de 0,2% de son produit intérieur brut. On était déjà dans le rouge en 2023. 2 années de récession donc, et les chiffres viennent de tomber à l'instant. Il n'y aura pas non plus de croissance pour 2025. Ensuite, l'emploi. 2,9 millions d'Allemands sont au chômage. C'est 6% de la population. C'est moins que la moyenne européenne. Mais voilà, dans le pays, c'est le niveau le plus élevé depuis 3 ans et demi. Et ce plan social chez Volkswagen ne risque donc de rien arranger. Voilà. Voilà pourquoi il faut prendre avec pincette les chaînes des infos. Parce que si vous allez regarder toutes les chaînes spécialisées en économie, par exemple, si vous regardez Grand Angle, si vous regardez la chaîne Grand Angle,
Ça, c'était prévu depuis, je crois, 2023. Depuis qu'ils se sont coupés du gaz russe et qu'il y a eu l'inflation sur le prix des matières premières et sur le pétrole, sur grand angle, ils ont déjà annoncé que les usines vont fermer en Europe parce que ça devient trop cher de produire en Europe. Résultat, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Les Européens, aveuglés par les Américains et leur haine et leur arrogance envers la Russie, ont sacrifié leur population et la Russie a montré, et surtout Vladimir Poutine a montré, que la démocratie sans vision marche beaucoup moins bien qu'un pays dirigé par une personne avec une vision. Et donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.